que le thème de leur session nationale annuelle, qui aura lieu donc les 18 et 19 novembre 2017, serait consacré à l'Europe. L'Europe, tout le monde dit qu'elle est en crise. Comment sortir de la crise? Nous allons un peu en parler, mais on voit d'ailleurs qu'il y a des initiatives. M. Juncker a déposé récemment une sorte de livre blanc avec différentes pistes pour sortir de la crise. Le président de la République française a réuni ses homologues allemands, italiens, espagnols pour faire un tour d'horizon un peu sur le même sujet. Les semaines sociales de France n'ont pas la prétention de dire ce qu'il faut faire, mais tout de même de réfléchir à quelque chose d'assez fondamental. Et donc ils ont intitulé l'année et la session « Quelle Europe voulons-nous » Quelle Europe voulons-nous? C'est dans ce cadre que l'antenne des Yvelines a décidé d'organiser 3 soirées débat. La première a eu lieu le 1er février, certains d'entre vous y ont assisté, mais je le rappelle, elle s'est intitulée « Europe, regard croisé des peuples européens ». Elle a été animée par Antoine Arjakovski du Collège des Bernardins, qui a rendu compte d'une recherche initiée par les Bernardins avec 14 historiens européens, recherche qui a abouti à l'ouvrage « Histoire de la conscience européenne ». Je vous recommande cet ouvrage, car il est très important si nous voulons construire une Europe commune d'un peuples européens, Europe dans laquelle ils se retrouvent, de nous plonger dans leur histoire et dans la façon dont, au cours des siècles, ils ont appréhendé l'Europe. La deuxième soirée a lieu ce soir, je vais y revenir, et la troisième aura lieu le mercredi 17 mai, sans doute non pas ici, mais au centre Ozanam, parce que la braderie occupe ces lieux dès le mercredi 17 mai, et elle aura pour thème l'Europe sociale. La soirée débat de ce soir se veut un peu dans la lignée de la précédente et dans la thématique générale « Quelle Europe voulons-nous » Son thème « Y a-t-il une identité européenne pour une Europe solidaire, responsable, spirituelle ?» Les deux intervenants sont M. Alain Lamassoure, ancien ministre des Affaires européennes dans le gouvernement Balladur, puis du budget dans le gouvernement Juppé. Il est député européen, il l'avait été quelque temps auparavant, mais il l'est notamment depuis le 20 juillet 1999. Il l'avait été aussi de 89 à 93. Il a été de 2009 à 2014 président de la commission des budgets du Parlement européen. Compte tenu de son ancienneté dans le Parlement européen, il a une connaissance approfondie des institutions européennes, des législations européennes, des avancées permises par l'Union, mais aussi des défauts de celle-ci. Et de plus, ce n'est pas le moins important, il connaît parfaitement ses collègues des différents pays d'Europe et leur façon de voir cette Europe et de concevoir son avenir. M. Lamassoure a écrit des rapports pour le Parlement européen, de nombreux articles et 2 ouvrages, Histoire secrète de la Convention européenne, et Ce sera une autre Europe, livre qu'il a consacré aux conséquences de l'élargissement de l'Union à 10 pays de l'Est européen en 2004. Madame Monique Beaujard m'a été recommandée par mon ami, notre ami, vous le connaissez tous, Stanislas Lanane, ancien Versaillais, évêque de Pontoise, que j'avais sollicité compte tenu de la parution récente de l'opuscule de la Conférence des évêques de France, Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique. Et cet opuscule particulièrement intéressant donne également des leçons pour l'Europe. Et Stanislas Lanane m'a renvoyé sur Madame Beaujard, qui, après avoir travaillé comme avocat au bureau de Paris, Monique Beaujard a fait des études de théologie et elle a travaillé pour la Conférence des évêques de France. Elle a été directrice du service national famille et société de 2009 à 2015 et a suivi les affaires européennes de 2002 à 2015. Elle n'est donc pas, contrairement à l'affiche que vous avez vue, chargée des affaires européennes, elle est ancienne chargée des affaires européennes. Et elle prépare aujourd'hui un doctorat en théologie. M. Lamassoure répondra à la question « Y a-t-il une identité européenne ?» Il répondra pas, enfin il va évoquer ce sujet « Y a-t-il une identité européenne ?» Et Mme Beaujard présentera et commentera les prises de position des papes sur l'Europe, et notamment les récents discours de François, notamment celui qu'il a prononcé lorsqu'il a reçu le prix Charlemagne. Comme l'a dit Ariane, cette soirée est une soirée débat, et donc les participants, vous-même, auront l'occasion de poser des questions
aux deux orateurs. Sans attendre, je passe la parole à M. Alain Lamassoure. Merci, Monsieur le Président et cher Claude, et merci Ariane pour l'hospitalité et l'accueil du Centre 8 et de toute son équipe. J'ai un grand plaisir à échanger ce soir avec Madame Beaujard et avec vous. Et je dois d'abord vous remercier d'avoir voté pour moi il y a 2 ans et demi. Je représente l'Île-de-France au Parlement européen. Alors peut-être que tout le monde n'a pas voté pour moi. Peut-être tout le monde ne se souvient pas qu'il a peut-être voté pour moi. Je remercie ceux qui se sont déplacés à cette occasion et j'invite ceux qui ne l'auraient pas fait la dernière fois à y aller dans 2 ans et demi. Alors, Claude voulait me faire parler des valeurs de l'Europe pour pouvoir dialoguer pas à égal, mais enfin dans le même niveau que Madame Beaujard. Moi, j'étais intéressé par l'identité européenne et finalement, je me suis rendu aux arguments de Claude. Et en fait, je vais vous parler des valeurs de l'Europe, de la maladie des États européens et évidemment en concluant sur que peut-on faire pour traiter ce mal. Parce que je suis un des rares hommes politiques français, un des très rares, en réalité le seul. Si vous en trouvez un autre ou une autre, dites-le moi, qui a décidé délibérément, il y a déjà pas mal de temps, de renoncer au plus beau des mandats politiques, le plus gratifiant, qui est le mandat de maire. J'étais maire d'Anglet, au Pays Basque, une commune de 40 000 habitants, et de renoncer à une carrière politique nationale qui n'était pas trop mal engagée, pour me consacrer complètement au chantier européen. Lorsque j'ai pris conscience du fait qu'en dépit du silence total des médias sur l'Europe, qu'en dépit du mépris total de toute la classe politique française pour l'Europe, depuis maintenant de longues années, et ça sera de plus en plus vrai dans les années à venir, les plus grandes décisions dont dépend l'avenir de la France ne se prennent plus à Paris. C'est toujours le président de la République française que les Français élisent qui prend ces décisions. Simplement, il ne les prend plus tout seul à Paris, il les prend à Bruxelles avec ses partenaires. Soit dans le cadre juridique de l'Union européenne, à 28 aujourd'hui, demain à 27, soit en coordination. Parce que nous avons tellement uni nos destins que nous ne pouvons plus décider tout seuls de ce que nous faisons dans beaucoup de domaines sans nous interroger sur les conséquences pour nos partenaires et inversement. Et donc, en dépit de cet engagement européen, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est pas la soi-disant crise de l'Europe. Nous avons commémoré il y a quelques mois le 40e anniversaire de l'arrivée au pouvoir de Raymond Barre. Avant d'être Premier ministre, Raymond Barre avait été vice-président de la Commission européenne. J'ai retrouvé un discours de Raymond Barre de 1970, disant « L'Europe est en crise. Tous les jours, il y a un journal qui annonce la mort de l'Europe. Évidemment, elle nous enterrera tous. » Nous sommes dans la même situation aujourd'hui. L'Europe va très bien. Ce qui va mal, c'est chacun des 28 pays qui composent la famille européenne. Et quand vous êtes dans une famille où les 28 membres sont malades, évidemment, la famille ne se porte pas très bien. Alors, les valeurs de l'Europe. Ce qui nous unit, fondamentalement, ce sont les mêmes valeurs. Et ce sont des valeurs que nous avons voulu d'emblée universelles, qui est une particularité. Vous avez de grands pays dans le monde qui ont des valeurs dont ils estiment qu'elles s'appliquent à eux, que ce sont naturellement les meilleurs du monde, mais qu'il n'y a aucune raison que le reste du monde s'en inspire. Et depuis les grands textes fondateurs, c'est-à-dire le Bill of Rights anglais, que les seigneurs anglais avaient arraché à Jean sans Terre, nous sommes en 1215, évidemment la Déclaration des droits de l'homme, qui a servi d'exemple à bien d'autres au moment de la Révolution française,
Après la Deuxième Guerre mondiale, la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont le comité de rédaction était présidé par un de nos compatriotes, et plus particulièrement un de mes compatriotes bayonnais, René Cassin, la Convention européenne des droits de l'homme, et plus récemment, ce texte admirable, la Charte européenne des droits fondamentaux, que nous avons introduit dans le dernier traité européen, le traité de Lisbonne, qui s'applique donc depuis 2009, et qui est la mise à jour de la bonne vieille Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est-à-dire complétant cette déclaration de 1789 par les droits sociaux, par les droits des personnes en situation de fragilité ou de minorité, donc les femmes, nous sommes au lendemain de la journée de la femme, les enfants, les seniors, les handicapés, et les droits également de la nature et de la protection de l'environnement. Et ce sont les valeurs que nous imposons de mettre en œuvre chez nous et que nous défendons ensemble sur la scène internationale. Avec ici, j'y reviendrai à la fin de mon propos, un élément dont nous devons prendre en compte maintenant, qui est ce qui s'est passé aux États-Unis le 8 novembre dernier, avec l'élection d'un clown à la Maison-Blanche, qui pendant sa campagne électorale a foulé aux pieds toutes ces valeurs, de la dignité de l'homme, de l'égalité de l'homme et des femmes, de la tolérance, du refus du racisme, de la xénophobie, etc., etc. Ce qui veut dire que nous sommes en train de changer d'époque et qu'après une époque qui durait depuis le début depuis la fin de la Première Guerre mondiale, donc quand même 100 ans, jusqu'à aujourd'hui, ces grandes valeurs étaient portées sur la scène internationale essentiellement par les États-Unis d'Amérique, symbolisée par la flamme que tient la statue de Bartholdi dans le port de New York, de la liberté, avec le concours et le soutien des Européens. Sur la scène internationale, les Européens seront maintenant les seuls ou les premiers à porter le flambeau de ces valeurs. Cela dit, si nous sommes d'accord pour définir les valeurs, si nous sommes d'accord pour considérer que ces valeurs sont le fruit, et nous l'avons mis dans le préambule de la Charte des droits fondamentaux, de l'addition de la tradition de la philosophie grecque, de la tradition religieuse judéo-chrétienne et de la philosophie des Lumières. La traduction que nous en donnons dans chacun de nos États peut être différente. Par exemple, le droit à la vie figure, évidemment, c'est l'article 2 de la Charte, mais il se traduit dans tous les pays par l'interdiction de la peine de mort. Par contre, en ce qui concerne tous les problèmes liés à l'éthique de la vie, à la bioéthique, le statut de l'embryon, l'avortement, la fécondation in vitro, la génomique, le clonage, la fin de vie, l'euthanasie, etc. Là, chaque pays a sa réponse, comme d'ailleurs chaque religion a sa réponse. Il y a une enquête qui est faite périodiquement par un réseau d'universités, dont en France l'université de Grenoble, sur l'attachement dans les États membres, les 28 États qui comprennent l'Union européenne, aux grandes valeurs communes. Et c'est extrêmement intéressant. En ce qui concerne la liberté et l'égalité, par exemple. Alors, l'Europe est fondamentalement le continent de la liberté. C'est là que la liberté politique, après les révolutions de 89, s'est imposée en premier dans l'histoire du monde. La majeure partie, c'est-à-dire en fait 25 pays sur 28, considèrent que la liberté est une valeur plus importante que l'égalité. C'est le cas à la fois des pays qui sont les plus égalitaires,
en fait, donc la Suède, le Danemark, la Finlande, mais aussi la Slovénie ou la Slovaquie. C'est le cas aussi, ce qui peut paraître plus surprenant, dans des pays où les inégalités sont les plus fortes, mais même dans ces pays, on préfère la liberté à l'égalité. C'est le cas du Royaume-Uni, c'est le cas de la Grèce, du Portugal, de la Pologne, de la Roumanie, de la Bulgarie, des États baltes. Et les seuls pays européens qui déclarent, ou une majorité de personnes répondant au sondage, bien entendu, déclarent que l'égalité c'est plus important que la liberté, c'est la Belgique, c'est l'Italie et naturellement la France. 58% de nos compatriotes déclarent préférer l'égalité à la liberté. Et c'est d'autant plus étonnant que vous avez peut-être vu que cette semaine ou la semaine dernière, une enquête internationale conduite par une équipe dirigée par le grand économiste français Thomas Piketty, dont l'ouvrage sur l'inégalité s'est vendu à 2,5 millions d'exemplaires, et qui est actuellement le conseiller économique de M. Hamon, a démontré que la France était, sur les 20 dernières années de tous les grands pays, celui où les inégalités sont les moins fortes, et le seul où les inégalités n'ont pas augmenté depuis 20 ans, quel que soit le parti au pouvoir. Non. Donc, liberté, égalité, nous y sommes attachés les uns les autres, mais avec des priorités différentes. En revanche, il y a un sujet, une valeur, une institution qui fait l'unanimité dans tous les pays européens, qui est la famille. Mais le concept même de famille est devenu très différent selon les latitudes et selon les longitudes. En France, en Grande-Bretagne, en Espagne, 2 citoyens sur 3 étaient mariés il y a 30 ans, disons dans ma génération. Il n'y en a plus que 40% aujourd'hui, dans la génération de mes enfants aînés. Divorce et union libre font désormais partie du modèle social commun. La cohabitation avant le mariage, qui est le cas de 98% des Suédois, n'est osée que par un couple maltais sur 20. Une petite moitié des 28 États membres de l'Union européenne admettent désormais le mariage et l'adoption par des couples de même sexe, et l'autre moitié est farouchement opposée à ce type de relation. Après la famille, qui est plébiscitée donc partout, mais dont la conception est différente, le choix numéro 2 sur la liste des valeurs de la vie personnelle marque une différenciation entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. C'est très étrange. Pour l'Europe du Nord, après la famille, le plus important, c'est les amis et la vie sociale. Pour l'Europe du Sud, la valeur la plus importante, c'est le travail. Ça peut paraître assez surprenant. Puis après viennent les loisirs, seulement après, sauf en Corse. Les Corses présents dans la salle feront la part de mes propos, de ce qui est dû au Gascon jaloux et de ce qui est dû à l'analyse scientifique. Et puis, les loisirs distançant largement la religion, qui elle-même arrive nettement devant la politique. La religion ne figure vers le haut du tableau que dans les cas très particuliers de Chypre, de la Grèce et de la malheureuse Irlande du Nord. La politique n'est citée que par 10% des Européens comme une activité importante. Chaque année d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, France Soir publie le palmarès des activités professionnelles ou assimilées les plus recommandées. Chaque année, ce sont les pompiers qui arrivent en tête de la popularité. Et les derniers, alors ça dépend des années, c'est tantôt les politiques, tantôt les journalistes, tantôt les prostituées. Je ne commente pas. En ce qui concerne la religion, le débat sur les racines religieuses de l'Europe s'est enflammé à plusieurs reprises.
Nous l'avons eu longuement dans la Convention pour l'avenir de l'Europe. En 2002-2003, s'est réunie une convention sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, ancien président de la République française, qui rassemblait des représentants des parlements nationaux et de tous les partis politiques de tous les pays européens pendant 18 mois pour élaborer un texte qui, dans un premier temps, avait l'ambition d'être la constitution de l'Europe, et les Français ayant rejeté ce texte, nous l'avons transformé en traité ordinaire, le traité de Lisbonne. Et ça, c'est à cette occasion que, en rédigeant le préambule de la Charte des droits fondamentaux dont je parlais tout à l'heure, on s'est posé la question de savoir si on se référait aux racines chrétiennes de l'Europe. Contrairement à tout ce qu'on dit en France depuis quelque temps, si le mot chrétien ou racine chrétienne n'apparaît pas dans ce texte, ça n'est pas à cause des abominables technocrates de Bruxelles, ce n'est pas à cause de nos partenaires européens qui étaient tous d'accord, tous. C'est à cause des dirigeants français, et uniquement de la France, à cause d'une interprétation, à mes yeux, absurde de l'article 1er de la Constitution française qui fait de la France une république laïque. C'est pas parce que la France est une république laïque que la France doit avoir honte de reconnaître qu'elle a des racines historiques chrétiennes. Mais à l'époque, et il y a eu un consensus droite-gauche, c'était le président Chirac qui était à l'Élysée, c'était Lionel Jospin qui était à Matignon, ils ont été d'accord pour considérer, à tort à mon avis, que c'était tout à fait inacceptable. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'au-delà de ce cas de la France, la religion chrétienne, dans la plupart des pays d'Europe, a changé de fonction sociale. Tout se passe comme si elle avait gagné en référence identitaire ce qu'elle a perdu en foi religieuse. Aujourd'hui, pour l'Europe, le christianisme est moins une religion qu'une référence identitaire, à laquelle on est extraordinairement attaché, sans avoir gardé la foi pour la plus grande partie de nos compatriotes. L'assistance aux offices s'est effondrée dans tous les pays européens pour toutes les religions chrétiennes, sauf à Malte. Parmi les fidèles qui vont à l'église ou au temple, ou à la synagogue, un quart des fidèles estiment que leur église n'apporte pas de réponse adéquate aux problèmes moraux, familiaux et sociaux de notre temps. En revanche, la religion reste sans rival pour célébrer les temps forts de la vie personnelle. 7 Européens sur 10 sont attachés aux rites religieux qui accompagnent la naissance, le baptême, le mariage et la mort. Cette sorte d'évaporation générale de la foi traditionnelle ne signifie pas la disparition de l'aspiration spirituelle. À peine 7% des Européens se disent athées, proportion qui est plus élevée en France. 20% des Français se disent athées. 2 Européens sur 3 déclarent prier, méditer ou contempler régulièrement. La moitié des Européens croient encore au paradis et un tiers à l'enfer. Ça veut dire qu'ils sont plutôt optimistes. Je peux aller au paradis, l'enfer, je ne sais pas trop si ça existe. J'ai un ami théologien qui, après de longues réflexions, est arrivé à la conclusion un jour, il vient me voir ravi, bon, j'ai trouvé la solution de l'enfer, parce que Dieu infiniment bon ne peut pas nous envoyer en enfer. Oui, l'enfer existe, mais il n'y a personne. Non. Bien, donc j'y crois. Alors, donc la moitié des Européens croient encore au paradis, un tiers à l'enfer, les autres sont en recherche vers d'autres formes de spiritualité. Nous observons autour de vous, je pense que c'est vrai à Versailles comme ailleurs, les groupes de formation au tai chi qui se bousculent dans nos parcs publics, l'initiation au tantrisme prend le relais du bon vieux yoga, la médecine ayurvédique devient le must de l'automédication, et tout architecte branché veille à respecter les enseignements millénaires du feng shui. Cet attrait nouveau pour les spiritualités asiatiques a même conduit, tenez-vous bien, un Slovaque sur 10, un Allemand sur 5, et même un Letton sur 3 à croire en la réincarnation. Un Letton réincarné en grenouille, c'est quand même un truc qui mérite le déplacement.
La bonne vieille superstition n'est pas morte. Un sondé sur 4 avoue porter sur lui un colifichet porte-bonheur. Et donc voilà l'Europe. Des valeurs communes, mais pour des raisons historiques, culturelles, religieuses, nous leur donnons des traductions différentes. Et malgré ce corpus, nos pays sont malades. Ils sont gravement malades depuis 4-5 ans. Nous assistons tout d'un coup à la naissance, puis à la croissance de partis extrémistes, comme des champignons après la pluie. La contagion du discours de haine qu'ils développent, la tentation du repli national, le complotisme, avec des orateurs qui fustigent le complot de Washington, le complot du système, le complot de l'establishment, la menace d'un grand remplacement d'une religion par une autre, avec la négation assumée des réalités et des vérités scientifiques, avec ce concept développé par les conseillers en communication de l'actuel président des États-Unis des faits alternatifs, inventés de toutes pièces, le président disant « Vous avez vu cet attentat sanglant hier en Suède, qui n'a jamais eu lieu, mais personne ne lui en tient rigueur. » Et cette période dite de la post-trousse, de la post-vérité, c'est une maladie qui frappe tous les pays européens membres de l'Union, qui frappe en dehors de l'Union européenne la Norvège, qui est un pays 2 fois plus riche par habitant que nous grâce au pétrole, la Suisse, où on n'a jamais vu un chômeur, mais où, nous le disions tout à l'heure en aparté, le parti qui porte mal nommé le nom de Bloc du Centre a gagné haut la main les dernières élections sur le slogan « Les étrangers dehors », les étrangers étant les Français voisins qui viennent travailler depuis l'Ain ou la Haute-Savoie. Et on entend maintenant dans tous les pays d'Europe des discours de haine raciste, alors on dit xénophobie parce qu'on n'ose pas les mots, c'est du racisme pur et simple, du racisme le plus souvent anti-réfugiés, anti-musulmans, anti-roms, mais qui aussi bien était anti-polonais en Angleterre et anti-mexicain aux États-Unis. Un langage qui était banni de tous nos débats politiques depuis la guerre. Qu'est-ce qui peut expliquer cette sorte d'angoisse identitaire? Parce que le point commun à tous ces discours, c'est qu'au fond, dans chacune de nos vieilles nations, on a peur de perdre son identité ou de la diluer dans quelque chose d'autre. Alors il y a plusieurs causes. Je les liste rapidement et puis on y reviendra dans les échanges pour pas être trop long. D'abord, évidemment, dans les pays comme nous, qui sont en croissance lente et en chômage de masse, les problèmes économiques et le fait qu'une grande partie, notamment de notre jeunesse, reste en dehors du marché du travail. Mais ça peut expliquer dans l'Europe du Sud et même en France. Mais ça ne peut absolument pas expliquer dans des pays qui sont des modèles de welfare state, d'ouverture au monde, de tolérance traditionnelle. Madame Beaujard est d'origine néerlandaise et c'est évidemment le cas des Pays-Bas. Et moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est comment des pays comme ça, qui ont réussi apparemment dans tous les domaines et qui se sentent à l'aise avec la mondialisation, peuvent ressentir un tel malaise comparable au nôtre. La mondialisation fait peur à partir du moment où nous, les Occidentaux, nous ne la dominons plus. Il y a eu d'autres époques de mondialisation. Il y a eu la première mondialisation avec les grandes découvertes au XVIe siècle. C'était les Portugais et les Espagnols. On s'y sentait à l'aise. Il y a eu la deuxième, fin du XIXe, début du XXe, la grande période coloniale, où les pays européens ont conquis le reste du monde. On s'y sentait prodigieusement à l'aise. Eh oui, mais sauf que maintenant, la mondialisation, ça se fait sans nous. Et donc, on a peur que ça se fasse contre nous. Il est frappant de voir que Trump est élu sur le slogan « America Great Again ». Les Américains ont le sentiment qu'ils ne dominent plus la planète.
et qui sont obligés de tenir compte de ce que pensent les Chinois, les Indiens, éventuellement les Européens. L'Angleterre, tant qu'elle était une puissance mondiale, était assez généreuse pour donner aux ressortissants du Commonwealth, y compris les Indiens et les Pakistanais, vivant sur son sol, le droit de vote et l'éligibilité à son Parlement national. C'est comme si, en France, on avait autorisé, évidemment les Algériens, mais aussi les Gabonais, les Sénégalais, présents en France, à élire le président de la République française. Mais l'Angleterre d'aujourd'hui, qui est en plein doute existentiel, considère, et là je cite M. Boris Johnson, qui est maintenant le ministre des Affaires étrangères britannique, qui n'est pas n'importe qui, que des Polonais, parce que catholiques, ne peuvent pas s'intégrer dans la société anglicane anglaise. C'est fou. Ah ben oui, la mondialisation ne la domine plus, donc c'est le mal. Et puis il y a quelque chose de pire. La construction européenne est évidemment victime, comme tout ensemble politique, comme chacun de nous, de ses erreurs. Nous sommes des êtres humains, donc une proportion non négligeable des décisions que nous prenons au niveau européen, comme au niveau national, comme au niveau municipal, sont des bêtises, sont des erreurs. Mais l'Europe, l'Union européenne, la construction européenne est victime, surtout, c'est plus étonnant, mais c'est plus difficile à régler, de ces réussites prodigieuses. Et notre réussite extraordinaire, c'est le miracle de la réconciliation entre nos peuples. Et je dis miracle. Je dis miracle devant un auditoire composé en grande partie de croyants, mais je dis miracle à tous mes auditoires. Parce que ce phénomène ne s'est jamais produit dans l'histoire. Il n'y a pas d'antécédent. Et malheureusement, pour l'instant, ne s'est jamais produit ailleurs qu'en Europe. La haine franco-allemande a été à l'origine, au siècle précédent, des deux boucheries les plus effroyables de l'histoire de l'humanité, et qui a vu des atrocités inimaginables, parce que la France et l'Allemagne se disputaient Strasbourg. Aujourd'hui, à la question que l'on pose tous les 6 mois par des sondages qu'on appelle les eurobaromètres, quel est, à votre avis, vous Français, le peuple le plus proche du peuple français? 2 Français sur 3 répondent spontanément, naturellement, le peuple allemand. Et symétriquement. Quand le regretté Shimon Peres est venu au Parlement européen il y a quelques années, l'ancien président de la République d'Israël, un type extraordinaire, suivi quelques jours après par Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne. On n'avait pas pu les faire venir le même jour. Mais ils sont venus et ils ont dit presque avec les mêmes mots, merci l'Europe. Non pas merci pour l'aide que vous pouvez nous donner, merci pour ce que vous êtes, merci pour ce que vous avez fait. Parce que si vous avez pu vous réconcilier entre vous, alors ça veut dire, c'est un message d'espoir formidable pour le reste du monde. Ça veut dire qu'à la même question dans quelque temps, nous le souhaitons tous, mais comment le croire? 2 Israéliens sur 3 répondront naturellement nos frères palestiniens, et symétriquement. Narendra Modi, le Premier ministre indien, est venu nous dire la même chose il y a quelque temps. À la même question, 2 Indiens sur 3 répondront évidemment nos voisins pakistanais, et symétriquement. Ça, c'est le miracle de l'Europe. Et nous y sommes arrivés parce que, depuis maintenant 60 ans, nous fêtons les 60 ans du traité de Rome le 25 mars, nous travaillons ensemble, nous bâtissons ensemble la cathédrale européenne. Et nous avons appris à travailler ensemble, nos élites politiques, nos élites administratives, nos élites économiques, nos élites syndicales, nos collectivités locales qui se sont jumelées les unes avec les autres. Nous envoyons nos enfants bourse Erasmus étudier à l'étranger
Et la méfiance fait place à la confiance, et la confiance fait place à l'amitié fait place à l'amour. Et ma fille Hélène, Erasmus, en Écosse, rencontre un jeune étudiant espagnol, boursier Erasmus, et quelque temps plus tard, à mon insu, naît un petit Pablo. Mais alors c'est là que je vous interpelle, que je m'interpelle moi-même et que je nous interpelle. Nous avons réalisé ce que, au XVIIIe siècle, l'abbé de Saint-Pierre ou Emmanuel Kant décrivait comme l'utopie de la paix perpétuelle. La paix perpétuelle entre nous. Un de nos problèmes étant que nous sommes les seuls à être vaccinés contre la guerre, que le reste du monde ne l'est toujours pas. Même pas les Britanniques tout à fait. Les Américains pas du tout. Je ne parle pas du reste du monde. Mais du coup, nous avons perdu le premier ciment de l'identité nationale. Alors c'est dur ce que je vais dire. Rien n'unit autant qu'un ennemi commun. Et donc la nation française, personne ne se posait le problème de l'unité de la nation française quand on préparait la guerre suivante contre les Allemands, contre les Boches. Jamais les Écossais n'auraient rêvé, imaginé de demander l'indépendance contre l'Angleterre tant qu'il y avait l'ennemi commun français ou allemand. Jamais les Catalans n'auraient pensé briser le royaume d'Espagne tant que le royaume d'Espagne était menacé. Et je me demande si, dans le subconscient de nos peuples, il n'y a pas une sorte de nostalgie de l'ennemi commun à haïr. Et comme on ne peut pas haïr le voisin, comme le nationalisme a disparu, même les partis extrémistes, pour le moment, ne sont pas nationalistes. Même Madame Le Pen n'appelle pas à faire la guerre contre les Allemands. Mais elle a besoin d'haïr. Et je me demande si, dans notre subconscient, nous ne cherchons pas en nous quelqu'un à haïr, un bouc émissaire, si ce n'est pas la part du diable qui reste dans nos sociétés. Je pose la question. Je fais référence notamment aux travaux de René Girard sur le bouc émissaire. Je suis trop long, je ne développe pas les autres causes de cette maladie. Je vais d'emblée à la conclusion. Comment pouvons-nous réagir à cette dérive extraordinairement inquiétante quand on voit que le discours raciste, de haine, de repli national et de mensonges réclamés, revendiqués comme tels, pas de mensonges honteux. Je camoufle la vérité. Non. Je considère que la vérité scientifique, la vérité des faits, la vérité des statisticiens, je laisse de côté. Non. Moi, le monde, je le vois comme ça. Ce discours a triomphé dans les deux démocraties les plus anciennes du monde, l'année dernière, la première démocratie parlementaire au Royaume-Uni, avec le Brexit, et évidemment l'élection américaine, la plus ancienne démocratie présidentielle. Qu'est-ce que nous pouvons faire? 3 axes d'action. D'abord, je crois qu'il faut que nous, et ça c'est le rôle de la société civile, c'est votre rôle. Les politiques doivent y contribuer, mais la société civile doit être au premier rang, et notamment évidemment les communautés religieuses. Retrouver la solidarité de base qu'ont conservé certains pays méditerranéens plus que nous. Considérer que les individus les plus fragiles de la communauté, de la société, doivent être pris en charge par des administrations d'État anonymes et lointaines, est un processus dont nous voyons aujourd'hui les limites. Il y a un consensus pour rétablir la police de proximité. Il n'y a pas simplement la police de proximité. Il y a la solidarité de proximité. Financièrement, c'est la solidarité nationale. Mais humainement, ça doit être la solidarité de proximité. Je donne un seul exemple. Il est honteux. Je donne 2 exemples. Il est honteux qu'il y ait encore ce qu'on appelle pudiquement des SDF, ce que quand j'étais jeune on appelait des clochards, dans nos rues.
Au début des années 70, le Premier ministre Jacques Chaban-Delmas a détruit solennellement le dernier, ce qu'on appelait bidonville en France. Pendant 20 ans, il n'y a plus de bidonville. Il y en a maintenant partout. Et nous voyons dans nos rues des personnes, des adultes, des femmes, des enfants qui n'ont pas de toit. D'abord nos compatriotes. Alors on se dit c'est un problème d'argent. C'est pas du tout un problème d'argent. Un pays qui redistribue 57% de la richesse nationale, il a de quoi consacrer pour donner un toit aux malheureux qui dorment dans la rue ou qui meurent de froid ou de chaud dans la rue. Mais on ne s'en occupe pas, parce qu'il n'y a pas de vraie administration, sauf des associations ou des communautés comme les vôtres, et je vous rends hommage. Les gens qui sont dans cette situation, c'est pas pour des raisons financières, c'est parce qu'ils sont malades. Ils sont malades du point de vue social, ils sont malades du point de vue familial, ils sont malades du point de vue psychiatrique, ils doivent être pris en charge avec la dignité qu'on doit à tout être humain et avec les soins, l'attention que l'on doit à des personnes qui sont à ce degré de solitude, d'abandon, de désespoir. Ça, c'est votre rôle. Les politiques et l'administration, on n'y arrivera jamais, sauf à décentraliser les pouvoirs de décision politique le plus près possible des malheureux. L'autre exemple, c'est évidemment les réfugiés. Je sais que vous faites beaucoup ici à Versailles en ce qui concerne les réfugiés. L'attitude de la France à l'égard de l'exode syrien est honteuse et déshonorante. Nous prétendons défendre nos valeurs, nous brandissons les bannières chrétiennes face à l'islam arriéré, etc., etc. Sauf que quand on brandit des valeurs morales, c'est pas les mots qui comptent, c'est les actes. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé ailleurs, nous Français. Et les Allemands, heureusement qu'il y a eu Angela Merkel, qui a sauvé l'honneur de l'Europe, qui a été le seul homme d'État européen, femme d'État, homme d'État européen, à parler de ce problème comme on doit en parler, c'est-à-dire d'abord comme un problème humanitaire. Ce sont des êtres humains, nous devons les traiter comme des êtres humains, donc leur sauver la vie si elle est menacée, les accueillir, les héberger, les soigner, s'occuper des enfants, les mettre à l'école, bon. Et puis dans un second temps, on voit ce qu'on en fait. Est-ce qu'ils restent chez nous? Est-ce que on les encourage à partir ailleurs ou à revenir dans leur pays d'origine? Mais d'abord des êtres humains. Donc retrouver la solidarité de base. Deuxièmement, alors ça c'est le rôle d'abord de la société civile. Deuxième axe d'effort, à nous les politiques, nous devons non pas proposer un sens à l'action, nous ne sommes pas des donneurs de sens, c'est plutôt les églises, c'est plutôt à chacun d'entre nous de donner un sens à sa vie. Par contre, nous devons proposer un projet. La France est un pays qui n'a pas de projet. L'Europe aujourd'hui n'a pas de projet. Nous devons proposer un projet à 20 ans. Et ce qui est terrible, c'est qu'en France, nous avons perdu depuis une vingtaine d'années les deux grandes dimensions kantiennes de l'action, qui sont l'espace et le temps. Nous avons perdu la dimension de l'espace, nous nous rétrécissons sur l'hexagone, nous nous regardons le nombril, comme si la France était seule au monde. Et nous avons perdu le sens de du temps, et là nous sommes victimes nous succombons, c'est notre faute, au temps médiatique, c'est-à-dire nous agissons à 24 heures en fonction du dernier fait divers, alors que lorsqu'un politique prend une décision, il doit savoir que sa décision s'appliquera sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans. Le problème le plus grave, le défi le plus grave et l'opportunité la plus extraordinaire pour moi, sur les 20 ans qui viennent, dont on ne dira pas un mot de toute la campagne présidentielle, c'est l'avenir de l'Afrique. C'est l'avenir de l'Afrique. C'est l'explosion démographique de l'Afrique. Quand mon père est né, un être humain sur 5 était européen. Un être humain sur 20 était africain. L'Afrique était vide.
Et selon les mœurs de l'époque, l'Europe a conquis l'Afrique et a colonisé l'Afrique. Quand mon dernier fils arrivera à l'âge de la retraite, les proportions seront exactement inversées. Un être humain sur 5 sera africain, 1 sur 20 sera européen. Quelles seront les mœurs de l'époque? L'Éthiopie, 90 millions d'habitants. La Tanzanie, 45 millions d'habitants. La Kenya, 45 millions d'habitants. L'Ouganda, 40 millions d'habitants. Sont des pays qui vont voir leur population tripler en 20 ans. C'est exactement comme si chaque année en France arrivaient sur le marché du travail 9 millions de jeunes Français. Il y en a 800 000. Comment voulez-vous que ces pays ne soient pas déstabilisés? Par contre, si nous savons les aider, si nous nouons avec eux un partenariat pour donner du travail, pour donner des possibilités d'inventer à cette formidable jeunesse, alors c'est un atout inouï pour nous et pour eux. C'est ça dont il faut se préoccuper. C'est ce genre de projet-là qu'il faut proposer. Enfin, troisième ligne d'action, à nous tous, à la fois, société civile, les politiques, les journalistes, les scientifiques, les guides spirituels, de veiller à bannir le retour de la haine et du mensonge dans le débat public. Cette année, de ce point de vue-là, sera... Donc, bonsoir à tous. Comme l'a dit Claude Gressier, c'était Monsieur Lalanne qui devrait être là, et je comprends bien votre déception. Ça aurait été mieux, hein, en phase de ministre. On a la parité, là, déjà. Oui. Une grande qualité. Merci, Claude. C'est dommage, parce que finalement, c'est une maison protestante ici. Donc, si j'avais eu la bonne idée de naître dans une famille protestante, j'aurais pu être là, comme évêque. Luthérien, par exemple. Mais bon, dans l'Église catholique, ce n'est pas prévu pour tout de suite. Donc voilà, vous êtes obligé de vous contenter du moment que vous vous contentez d'une femme dans l'Église, vous vous contentez d'une laïque. Voilà. J'ai écouté avec grand intérêt Monsieur le ministre Alain Lamassoure, et voilà, la question qui était posée était celle de l'identité européenne. Ici, je commence par vous dire qu'il y a un pape qui a dit « Dire Europe doit vouloir dire ouverture ». À quel pape pensez-vous? Probablement François. Eh bien non. C'est Jean-Paul II qui a dit ça en 2003. Mais je vais revenir plus tard sur le sens de son intervention. Il m'a donc été demandé de dire plutôt ce que l'Église dit de cette identité européenne. Donc je vais commencer par un tout petit rappel historique pour vous dire pourquoi et comment les papes, au fil des années, ont soutenu, et pourquoi ils ont soutenu, cette construction européenne. D'abord, au moment de la naissance de l'Europe, c'est le pape Pie XII qui est encore là. Il a salué avec enthousiasme déjà la déclaration Schuman en 1950, et puis au moment de la signature du traité de Rome, le 25 mars 1957, on va fêter les 60 ans dans quelques jours, toutes les cloches de Rome ont sonné. Pourquoi cet engouement? M. Lamassoure l'a très bien dit, en fait, tout à l'heure. C'est la construction de la paix. Et la déclaration Schuman le disait déjà. L'idée, c'était de rendre la guerre entre la France et l'Allemagne non seulement impensable, mais même matériellement impossible. La mise en commun de la production du charbon et de l'acier, qui était la matière première de l'industrie des guerres, n'était pas une simple mesure économique. Et c'est le cardinal Lustiger, dans un article qu'il a publié il y a bien longtemps, en 2003, qui avait bien mis en lumière la valeur hautement symbolique de ce qui s'est passé à ce moment-là. Il a rapproché ça d'un passage du prophète Isaïe, où il dit que les épées et les lances sont transformées en socles et faucilles. Et c'est ça que l'Europe a fait. Le charbon et l'acier étaient transformés, étaient mis en commun. Ça rendait la guerre impossible. Et donc l'économie a été mise au service d'un projet de pardon et de réconciliation entre les peuples, tout à fait. Et donc pas étonnant que l'Église s'y ait toujours intéressée et qu'elle l'a toujours soutenu. Et ce souci de la paix mondiale était aussi celui du pape Paul VI ensuite.
fait un célèbre discours devant les Nations Unies en 1965, il a martelé « jamais plus la guerre ». Il dit « les pays doivent travailler les uns avec les autres et non pas contre les autres ». Mais déjà pour le 10e anniversaire des traités de Rome en 1967, le pape Paul VI, tout en exprimant son soutien à la construction, insiste sur un nécessaire rapprochement spirituel au-delà du simple rapprochement économique. Et c'est une idée qui sera reprise après la chute du mur de Berlin. Parce que, comme l'a dit très justement M. Lamassoure, la chute du mur de Berlin aussi va nous faire perdre notre ennemi commun. Jusque-là, on avait au moins les communistes comme ennemi commun. Et c'est un ciment. Ce ciment a disparu à ce moment-là. Et c'est Jacques Delors qui a été le président de la commission de 85 à 95, qui, dans un discours qu'il a fait devant les évêques européens déjà en 92, dit « Si au cours des 10 prochaines années, nous ne parvenons pas à donner une âme à l'Europe, à lui donner une spiritualité et un sens, ça sera fait de l'unification européenne. » Nous sommes 25 ans plus tard. J'espère qu'on arrivera donc encore à donner ce sens et cette spiritualité. Et puis, il y aura le pape Jean-Paul II, qui restera bien sûr dans l'histoire comme l'artisan de la réunification du continent européen. Et lui a dit, en 91, après la chute du mur, « Il nous est bon de respirer enfin pleinement à 2 poumons, dans la liberté retrouvée et la solidarité à instaurer. » Il parlait toujours de l'Europe qui devait respirer avec ses 2 poumons Est et Ouest. Et pour lui, l'entrée des pays de l'Est dans l'Union européenne n'était pas une question d'élargissement de l'Europe, mais une façon pour l'Europe de se retrouver elle-même. Il voit l'Europe comme un continent ouvert et accueillant, avec une responsabilité particulière envers les autres continents, notamment pour le souci des plus pauvres et le maintien de la paix. Et là aussi, il rejoint la déclaration Schuman, et ça rejoint ce que vient de dire M. Lamassoure, parce que déjà dans la déclaration de Schuman de 1950, on parle de la responsabilité particulière de l'Europe pour le développement du continent africain. Et je cite un instant Jean-Paul II, dans un texte qui date de 2003, qui est le texte Ecclesia in Europa. C'est là où il dit « Dire Europe doit vouloir dire ouverture. Malgré les expériences et les signes contraires qui d'ailleurs n'ont pas manqué, c'est son histoire même qui l'exige. L'Europe n'est pas vraiment un territoire clos ou isolé. Elle s'est construite en allant au-delà des mers à la rencontre d'autres peuples, d'autres cultures, d'autres civilisations. C'est pourquoi l'Europe doit être un continent ouvert et accueillant qui continue à pratiquer, dans l'actuelle mondialisation, des formes de coopération non seulement économique, mais également sociale et culturelle. Et puis un peu plus loin, dans le même texte, il dit « L'Europe, avec tous ses habitants, doit s'employer inlassablement à construire la paix à l'intérieur de ses frontières et dans le monde entier. » Et même en 2003, il est bien conscient que ça pose un problème. Il dit « Il convient de rappeler, d'une part, que les différences nationales doivent être maintenues et cultivées comme le fondement de la solidarité européenne, et d'autre part, que l'identité nationale elle-même ne se réalise que dans l'ouverture aux autres peuples et à travers la solidarité envers eux. Un balancement. À la fois, il faut l'identité nationale, la particularité, et pourtant, on peut la connaître dans l'ouverture aux autres et en se confrontant aux autres. Donc, pour Jean-Paul II, l'identité ne peut pas se comprendre par la fermeture ou le repli sur soi. C'est vraiment dans la rencontre à l'autre que nous apprenons à mieux nous connaître. Viendra ensuite le pape Benoît XVI, qui a une appréciation, comme ça en apparence, en tout cas la plus négative. Dans un discours il y a 10 ans, pour le 50e anniversaire des traités de Rome, il dit « L'Europe souffre d'une forme d'apostasie d'elle-même avant même d'une apostasie de Dieu ». La formulation a heurté à l'époque les participants de ce congrès, et j'y étais, parce qu'on était tous européens convaincus et catholiques convaincus, et donc entendre dire qu'on a apostasie de soi-même et de Dieu, c'était un peu rude. Mais je pense qu'au fond, la formulation était peut-être malheureuse. Il y a cette même idée qu'exprimait déjà Jean-Paul II et qu'on retrouve après chez le pape François. C'est une Europe qui peut mieux faire. Je crois que si les papes annotaient le bulletin scolaire de l'Europe, c'était « peut mieux faire, capacité non exploitée ». C'est une très belle formule française que j'ai toujours admirée sur le bulletin de mes enfants.
Et puis arrive le pape François, qui est un non-européen, et qui porte donc un regard extérieur sur l'Europe. Il ne voit pas la technostructure, mais l'incroyable potentiel que représente le continent européen par son histoire, son patrimoine culturel, religieux, la richesse de ses terres, la formation de ses habitants. Et pour lui, c'est pas possible que d'un continent aussi riche ne peut pas sortir du nouveau, qu'elle ne pourrait pas faire face. Et le pape François a fait 3 discours importants sur l'Europe. 2 en 2014, la visite au Parlement européen et au Conseil de l'Europe à Strasbourg, puis l'année dernière lors de la réception du prix Charlemagne. Et puis il va en faire un autre, puisqu'il va recevoir le 25 ou le 26 mars, ou le 24, je ne sais pas, en tout cas pour cet anniversaire, le 60e anniversaire de l'Europe, il va recevoir les 27 chefs d'État et de gouvernement. Il va refaire un discours. Vous écouterez. Je ne pense pas qu'il va se contredire par rapport à ce qu'il a déjà dit, mais je ne peux pas... Les 27. Oui, parce que la Grande-Bretagne ne sera pas là. D'accord. Non, la Grande-Bretagne ne sera pas. Parce que ça parle de l'avenir de l'Europe, donc a priori, elle s'est auto-exclue. Enfin, c'est ce qu'a dit la presse. Est-ce que ça changera encore? Je ne sais pas. Et donc, dans le discours qu'il a tenu l'année dernière, il dit « L'identité de l'Europe est et a toujours été une identité dynamique et multiculturelle. » C'est une affirmation qui demande des explications, je reviendrai tout à l'heure. Mais si chaque pape s'exprime donc avec sa personnalité, ses accents propres, on a quand même une unité, une unité de vue sur ce que peut être l'Europe. Et je dirais que si on pose la question est-ce qu'il y a une identité européenne, je pense que pour les papes et pour les évêques en Europe, c'est oui, il y a une identité. Et je vais essayer de vous faire partager un petit peu ce qu'on peut trouver dans leurs différents écrits selon 2 axes. D'un côté, pour l'Église, l'Europe, c'est une certaine idée de l'homme, c'est une certaine conception de la personne humaine qu'elle a su protéger. Et puis d'autre part, les papes voient dans l'Europe cette capacité d'innover, mais d'innover au service du bien commun. C'est les 2 axes que je vais reprendre. Donc, une certaine idée de l'homme. C'est tout d'abord en Europe qu'est né le concept de personne. L'être humain n'est pas uniquement un individu, un monade, comme dit le pape dans son allocution devant le Parlement européen, mais un être relationnel. Ça, c'est Aristote qui le dit déjà, vous trouvez ça dans la Bible également. Mais cette conception de l'être humain comme un être relationnel a bien évidemment son influence sur la façon d'envisager la responsabilité envers les autres, la solidarité, puis plus généralement l'organisation de la société. Et puis les horreurs de la Seconde Guerre mondiale vont faire naître en Europe la conscience aiguë que la personne humaine a besoin d'être protégée. Et l'Europe va s'engager pleinement dans la promotion de la paix, la défense des droits humains, la démocratie et l'état de droit. Et elle va mettre en place cette protection pour le respect de la dignité humaine. C'est à la fois le rôle joué par le Conseil de l'Europe et la Cour européenne des droits de l'homme, avec la déclaration, enfin, à côté de la Déclaration universelle des droits de l'homme, il y aura la Convention européenne des droits de l'homme et une Cour donc qui peut être saisie aussi bien par les particuliers que par les États pour faire juger les atteintes aux droits de l'homme. Ce Conseil d'Europe et cette Cour européenne des droits de l'homme, ce n'est pas l'Union européenne. C'est séparé, ça concerne beaucoup plus de pays, ça concerne 47 pays. La Russie, la Turquie, Israël font partie de cet ensemble. Et même s'ils continuent bien évidemment à avoir des atteintes, tout ce travail fait autour des droits humains a fait un peu office d'antichambre pour des pays avant de rentrer dans l'Union européenne. Et dans son discours devant le Conseil de l'Europe en 2014, le pape a souligné que la promotion des droits humains, avec le développement de la démocratie et de l'état de droit qui est lié, il dit, je le cite, est une des plus grandes contributions que l'Europe a offertes et offre encore au monde entier. Et il rajoute qu'il ressent le devoir de rappeler l'importance de l'apport et de la responsabilité de l'Europe dans le développement culturel de l'humanité. En même temps, le pape met en garde, parce que ces droits humains, connaissent parfois une dérive trop individualiste et peuvent contribuer à un repli sur soi ou sur la personne, une globalisation de l'indifférence, mais il est conscient quand même du rôle éminemment positif que ces droits jouent et il demande simplement qu'on veille toujours à articuler
les droits individuels et le bien commun, pour ne pas entrer dans un genre de concurrence de droits individuels qui mine la cohésion sociale. Et à côté de cette défense des droits humains, l'Europe a aussi réussi à faire partager sa vision démocratique. Et ce ne sont pas seulement les pays de l'Est qui vont passer de la dictature à la démocratie après la chute du mur de Berlin. Avant eux, c'est l'Espagne, le Portugal et la Grèce, dont on oublie trop souvent qu'ils ont connu un régime dictatorial jusque dans les années 70. Et en entrant dans le marché commun, ou maintenant l'Union européenne, ces pays ont été accompagnés dans leur transition économique, mais aussi démocratique. Et la construction européenne va donc permettre d'étendre petit à petit la démocratie et l'état de droit et assurer ce respect de la dignité de la personne humaine. Et devant le Parlement européen, j'imagine que M. Lamassoure était là quand le pape François est venu, il a parlé de cette exigence de maintenir vivante la démocratie, et en mettant en garde contre une conception uniformisante de la mondialisation qui affaiblit le débat. Et il a insisté sur les richesses des particularités, mais qui doivent se mettre au service du bien commun. Et insiste aussi sur l'éducation, indispensable pour que la démocratie puisse rester vivante. La conception de l'homme qui caractérise les peuples va en fait plus loin que le respect de la dignité de tout homme. Il s'agit aussi de respecter tout l'homme. Cette distinction a été faite par le pape Paul VI, dans une encyclique qui s'appelle Populorum Progressio, qui date de 67, où il parle du développement intégral de l'homme. C'est le contraire d'une vision utilitariste de l'homme. Celui-ci n'est pas seulement un consommateur ou un producteur. Il a des dimensions multiples. C'est aussi un être spirituel, relationnel, c'est un homme créatif. Et l'Europe, à travers sa culture, son patrimoine artistique, religieux, ou encore ses inventions techniques, a porté et magnifié cette vision de l'homme comme créateur. En langage chrétien, on doit dire co-créateur, parce que le créateur en a un autre, mais voilà. Et qui réussit à rendre ce monde plus habitable. Et c'est la même idée que le pape François reprend quand il parle de l'écologie dans Laudato Si, et où il insiste qu'il faut mieux prendre en compte cette nature relationnelle, la relation aux autres, à nous-mêmes, à Dieu, à la nature, et que donc il faut valoriser la croissance de la personne humaine dans sa totalité, explorer ses capacités. La démocratie ne peut fonctionner qu'avec des gens qui sont des êtres humains complets, pas uniquement avec des consommateurs, avec des personnes unidimensionnelles. Donc, son insistance sur l'importance de l'éducation, mais aussi de l'accès au travail, et cette insistance aussi qu'une société doit prendre soin de la fragilité. Et il a demandé, en fait, au Parlement européen de prendre soin de la fragilité des peuples et des personnes, de construire l'Europe non pas autour de l'économie, mais autour de la sacralité de la personne humaine, de ses valeurs inaliénables. Il ne reconnaît pas l'Europe quand elle est effrayée et repliée sur elle, et pour lui, qui parle de l'identité européenne, elle est porteuse de sciences, d'art, de musique, de valeurs humaines, de foi aussi, une Europe qui contemple le ciel, poursuit ses idéaux, une Europe qui regarde, défend et protège l'homme, c'est ça son identité, une Europe qui chemine sur la terre sûre et solide, précieux point de référence pour toute l'humanité. Vous voyez, le bulletin scolaire de l'Europe, les attentes sont immenses de la part du pape François. Mais à côté de ce souci de l'humain, l'autre caractéristique, l'autre trait de caractère de cette identité européenne, c'est cette capacité d'innover au service du bien commun. Et M. Lamassoure l'a dit tout à l'heure, en fait, la déclaration Schuman était une initiative inédite. La création de la communauté européenne est une idée radicalement neuve et la construction européenne reste à ce jour un processus unique dans le monde. Et qu'on nous envie dans d'autres régions du monde. Les pays ont de leur plein gré accepté un partage de souveraineté pour le plus grand bien de tous. Un choix libre du bien commun, dirait le pape. Et aujourd'hui, ce choix du bien commun,
qui n'est pas la somme des intérêts, mais le bien de nous tous, qui permet à chacun de trouver sa place dans la société, semble plus difficile. Dans beaucoup de discussions européennes, l'intérêt national refait surface. Et la tendance au repli est perceptible partout. M. Lamassoure l'a dit tout à l'heure, il y a des tendances populistes dans tous les pays, avec chaque fois ce repli. On le voit aussi dans le Brexit, on le voit aussi outre-Atlantique. Et le pape François dit « Je suis convaincu que la résignation et la fatigue ne font pas partie de l'âme de l'Europe. » Les pères fondateurs de l'Europe ont mis en marche un processus qui a porté ses fruits dans le temps. Et c'est là on trouve un des 4 principes que le pape François a exposé dans Evangelii Gaudium, le grand texte qu'il a publié fin 2013 et qui donne un peu les grandes idées qu'il a pour le monde et pour l'Église aussi. Et pour lui, il y a des tensions bipolaires qui traversent nos sociétés et qui permettent d'orienter la cohabitation sociale. On donne 4 principes et un de ces principes est le temps est plus important que l'espace. Celui qui privilégie l'espace cherche à posséder un territoire et aboutit souvent à la logique de construire des murs. On a pas mal, des murs. La Hongrie, le Mexique, voilà. Et pour le pape, donner la priorité au temps, c'est s'occuper d'initier des processus plutôt que de posséder des espaces. C'est un principe qui permet de travailler sur le long terme, sans être obsédé par les résultats immédiats. M. Lamassoure parlait de projets à 20 ans. Si on est juste préoccupé de la prochaine élection, il n'y a pas le long terme. Et c'est exactement cette vision à long terme qu'on attend de la politique. Et comme le disent les évêques français dans le petit livre dont a parlé Claude tout à l'heure, il faut accepter que les semences, le temps des semences n'est pas celui des récoltes. Et la construction européenne s'inscrit dans cette ligne. C'est un processus de collaboration inédite qui porte des fruits à long terme et pas seulement pour ceux qui l'ont initié. Et c'est là encore une autre caractéristique de l'Europe que soulignait le pape, c'est sa responsabilité pour le monde, pour le continent africain, mais de façon générale. Donc l'Europe a su faire preuve de cette capacité d'innover, de sortir des chemins battus, d'inventer du radicalement nouveau. Et les papes sont convaincus que, puisqu'on a fait ça une fois, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas capable de refaire. Et de sortir de ce que les évêques français appellent la politique, le discours gestionnaire. En fait, on ne peut pas... Les évêques en parlent beaucoup, que beaucoup de discours politiques sont une question de gestion. Il en faut aussi de la gestion en politique. Mais il faut aussi une vision, il faut un projet pour savoir à quoi sert la gestion qu'on met en œuvre. Et quand ils disent qu'il faut redonner du sens, il faut retrouver le sens du politique, ils disent que le politique, in fine, doit poser les questions. Qu'est-ce qui fait qu'une vie mérite d'être donnée aujourd'hui? Pourquoi suis-je prêt à donner ma vie aujourd'hui? Même si chacun va avoir une réponse personnelle, ce sont quand même des questions qui, à un moment donné, dans une société, doivent se poser. Et puis les évêques français rappellent aussi qu'il y a un passage sur l'Europe, ils disent qu'il n'y aura de l'avenir pour la France que dans une Europe forte, consciente de son histoire et de ses responsabilités dans le monde. Et là, on voit bien que les évêques, là, sont tout à fait sur la même longueur d'onde que le pape. Ils le sont habituellement, je vous rassure. Mais bon, on pourrait quand même de temps en temps avoir des petites divergences, même en Église. Sinon, il n'y a pas de dialogue possible, d'ailleurs. Le pape François aussi, il parle de l'histoire. Il appelle l'Europe à une transfusion de la mémoire. Non pas se souvenir du passé par nostalgie, mais à la fois pour ne pas répéter les erreurs du passé, et on évoque beaucoup la crise des années 30 et la naissance des populismes à ce moment-là, donc pas refaire les mêmes erreurs, mais surtout pour puiser dans les exemples du passé la créativité pour l'avenir. Il dit il faut oser rêver l'Europe. Les pères fondateurs ont fait un rêve, il faut une saine utopie. Il faut avoir de l'audace de transformer radicalement des modèles existants, de chercher des solutions multipolaires. Et là encore, il dit la créativité, le génie, la capacité de se relever, de sortir de ses propres limites,
caractérise l'âme de l'Europe. Et pour lui, il faut que l'Europe vraiment, bien consciente quand même que l'Europe est dans un moment de crise, que même si c'est peut-être la crise des 28 qui provoque la crise du tout, mais il faut qu'elle soit capable de donner naissance à un nouvel humanisme. Et pour lui, il fonde ça sur 3 capacités. La capacité d'intégrer, de dialoguer et de générer. La capacité d'intégrer, d'abord. Le pape dénonce avec beaucoup de force l'uniformisation. Je vais aller plus vite. Il dit, encore une fois, les racines de l'Europe se sont consolidées au cours de son histoire du fait qu'elle a appris à intégrer dans une synthèse toujours neuve les cultures les plus diverses et sans lien apparent entre elles. C'est là où il dit l'identité européenne est et a toujours été une identité dynamique et multiculturelle. Alors dynamique, on a compris ce qu'il veut dire, des processus qu'il faut initier et qui portent leurs fruits dans le temps, mais l'aspect multiculturel, c'est plus difficile aujourd'hui de le faire entendre ça en Europe. À la fois l'Europe est multiculturelle, qu'elle le veuille ou non, vous parcourez 1000 kilomètres, vous allez entendre différentes langues, goûter différents plats, et nous sommes tous multiculturels, parce qu'on peut s'appuyer certes sur des cartes, mais aussi sur Goethe, sur Shakespeare, sur Homère, sur Saint François d'Assise ou Saint Thomas d'Aquin. C'était pas tous français. Et il suffit de lire Jacqueline de Romilly, helléniste bien connue, pour voir que c'était la grande force de la Grèce antique d'intégrer le meilleur des cultures avec lesquelles elle entre en contact et progresser ainsi elle-même. Donc quand le pape demande à l'Europe d'avoir la capacité d'intégrer, de dialoguer et de générer du neuf, il fait bien appel à un savoir-faire européen. Et pour lui, en fait, l'Europe, elle peut être multiculturelle parce qu'elle porte à la fois les traits de diverses cultures et la beauté de vaincre les fermetures. La capacité de dialoguer, pour le pape, c'est un